Ce chalet appartenait à mon arrière-grand-père, qui l'a transmis à mon grand-père, ensuite à ma mère, et je suis potentiellement le futur héritier avec mon frère. Peut-être que l'un ou l'autre aura ce chalet. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 10 erreurs à ne surtout pas faire lorsque l'on reçoit un héritage. Je ne vais pas forcément parler de bâtiment de ce chalet-là, mais d'argent, parce que j'ai aussi reçu une autre somme d'argent. Suite, je m'assois au décès de mon père. À 10 ans, je perds mon père. Aujourd'hui, il en aurait 35. Moi, j'en ai 33. Je vais bientôt dépasser l'âge de mon père. Sujet toujours un peu touchy. Je me permets de dire que je sais de quoi je parle, parce que ce genre de bien, dans ma famille, des deux pères de mes grands-parents, la transmission du vivant est ou soit terminée ou en cours. D'ailleurs, de mes grands-parents, peut-être que je vais recevoir quelque chose que mon père n'aura même pas. Bref, mon père est décédé en 2003 suite à la vente d'une maison qu'il possédait avec ma mère. Ma mère l'a vendue 2 ans plus tard, en 2005. Il y a une somme d'argent qui était, je ne sais pas comment on dit, rétrocédée. Enfin, j'ai hérité de ça avec mon frère. Voilà, 2,5% de, je ne sais plus si c'était de la plus-value ou de la valeur de la maison. J'en ai aucune idée en fait, parce qu'à ce moment-là, j'étais trop jeune, je ne me rendais pas compte. C'était sur un compte bancaire, c'était ma mère qui l'avait placé là. Et je me suis retrouvé avec ça bien plus tard, lorsque j'ai acheté ma première résidence principale. J'ai pris connaissance de cette somme d'argent, j'ai pris considération de ce que c'était. Alors, ma résidence principale, c'est une chose, mais pas que. Parce que la première règle, la plus importante, c'est de ne pas faire all-in. Okay, on ne fait pas all-in lorsque l'on reçoit de l'argent et que l'on l'investit. Si j'avais tout mis sur ma RP, imaginez-vous que le moindre pépin à côté aurait été compliqué. Si ma RP avait un problème, ça aurait été compliqué aussi. Première règle, la plus importante, ne pas faire all-in pour éviter de tout perdre. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le deuxième point, il est pour moi fondamental et très important. Beaucoup ne veulent pas le comprendre. D'un côté, ça ne sert à rien d'avoir 100 000 euros sur un compte, mais d'un autre, il faut toujours conserver 3 à 6 mois d'épargne de côté. 3 à 6 mois qui correspondent à vos dépenses mensuelles. Je vais prendre un exemple bateau. Admettons que vos dépenses mensuelles correspondent à 1 500 euros par mois. Logement, nourriture, je sais pas, vous voulez partir en vacances, c'est votre petit budget, vos dépenses pour de resto et compagnie. Et vous devez à minimum, selon moi, avoir 4 500 euros par mois, peut-être pour certains plus, jusqu'à 9 000. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup plus. Si vous avez un problème parce que vous perdez votre emploi, vous avez 3 à 6 mois d'avance devant vous. Si vous voulez changer d'emploi, trouver une autre opportunité, vous avez 3 à 6 mois d'avance devant vous. C'est, je pense, et ça dépend des gens, le minimum syndical pour pouvoir bien dormir sur ses deux oreilles et ne pas se dire si j'ai un problème, qu'est-ce que je fais économiquement et financièrement? Et de l'autre côté, ça vous donne aussi un cap maximal, si vous avez plus d'argent que ça, de vous dire que vous pouvez en faire autre chose. Soit des gens vont le dépenser, bien grandement face, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Vous pouvez très bien le donner à des associations, si c'est important pour vous. Vous pouvez très bien continuer à l'investir pour espérer je sais pas, une retraite, des revenus complémentaires de votre vivant, le transmettre à vos enfants, et ça, chacun voit midi à sa porte. Le troisième point, le plus important, ne jamais investir dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Je vous ai dit, j'ai diversifié mes investissements. On parlait d'immobilier, la résidence principale, et à côté, j'ai mis de l'argent dans les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, en soi, ça me paraissait quelque chose de très prometteur au moment où j'ai commencé à investir dedans, 2020, 2021. J'ai mis une somme, je vais en parler un petit peu après, importante pour moi. Et il se trouve que je ne savais pas trop ce que je faisais. Donc il y a des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné. Et je me suis retrouvé à quasiment perdre la totalité de cette somme. Et je vous dis que même si ce n'est pas moi qui l'ai gagné, voire c'est encore pire vu que ce n'est pas moi qui l'ai gagné. Parce que je me dis, là du coup, si je devais en discuter avec mon père, je ne sais pas s'il serait fier de moi. N'investissez pas dans ce que vous ne connaissez pas. Le quatrième point, ou avant de vous parler du quatrième point, du coup, dans quoi est-ce qu'on investit? Où est-ce qu'on connaît quelque chose? Comment est-ce qu'on fait pour mieux maîtriser le sujet? Se former, c'est une chose.
se rapprocher des choses qui sont des fois le plus proche de nous. Hein. Je ne vais pas investir, je sais pas, dans les pays en développement, dans les BRICS, le Brésil, la Chine. Je ne connais rien à ces pays, je ne connais pas la culture des gens, alors, à part un reportage à la télé. Je ne sais pas quelles entreprises se développent là-bas, est-ce qu'ils mangent comme chez nous, est-ce qu'ils achètent les mêmes produits que chez nous, j'en sais rien. Mais je préfère avoir un edge, je préfère être sur un marché que je connais. Donc chez moi, c'est beaucoup plus simple. Je sais très bien en immobilier que y a des étudiants dans des studios, il y a des colocataires, des jeunes travailleurs qui vivent dans des grands logements de 70 à 90 mètres carrés parce que voilà, c'est le lifestyle qu'on a sur mon bassin de vie. Je sais qu'il y a des gens qui font du Airbnb pour aller en station de ski. Voilà. Il suffit de discuter avec son entourage, il suffit de discuter avec des agents immobiliers, de se former et ainsi de suite. Et on se rend compte que oui, il y a des choses qui fonctionnent, qui ne vont pas nous faire devenir millionnaires, mais par contre qui fonctionnent très bien. Et donc pourquoi ne pas simplement recopier ce que font les autres? Et donc on part du principe qu'on connaît et qu'on a des convictions et ça nous permet bien sur le long terme de ne pas être déstabilisé à la moindre baisse et ainsi de suite. Investir dans un projet avec quelqu'un qu'on connaît, je pense que c'est une mauvaise idée. C'est le 4e point. Vous avez une relation antérieure à l'investissement que vous allez réaliser et ça peut créer des tensions. Si vous perdez de l'argent, si vous n'êtes pas d'accord sur les décisions à venir, je pense qu'il vaut mieux commencer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, partir du principe de c'est quoi votre pourquoi, votre why dans la vie, où est-ce que vous voulez aller, votre direction, voir si vous êtes aligné dans cette direction. Peut-être faire des tests de personnalité pour voir si vos personnalités peuvent être complémentaires ou ne pas fonctionner ensemble. Ça c'est très important parce que se lancer dans un projet, alors seul c'est bien, à plusieurs c'est encore mieux parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, on peut faire des choses qu'on n'aurait pas réalisées seul. Je l'ai fait à titre perso pour vous en parler. Et forcément, on va se trouver dans la difficulté à partir du moment où on connaît quelqu'un parce qu'on ne sait pas si on prend les bonnes ou les mauvaises décisions. Est-ce que l'argent est plus important que la personne? Est-ce que le contrat est plus important que la personne? Et donc forcément, on se met à risque de perdre beaucoup plus du temps, de l'énergie, de l'amitié et forcément de l'argent. Le 5e point est de ne pas se fixer d'objectifs lorsqu'on investit. Alors, des fois, les objectifs, ça peut faire peur. Non, mais moi, j'ai acheté ça, mais j'ai pas d'objectif. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où je l'ai vécu à titre perso. J'investis dans les crypto-monnaies. Donc là, je vais vous parler, vous allez voir, noir sur blanc, je vais vous donner des grands chiffres. 13 500 € en 2020-2021 et sur une année glissante, j'ai mis cet argent. Et depuis, j'en ai mis beaucoup plus. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore investi beaucoup d'argent. J'ai investi 13 500 € dans les cryptos et en même pas l'espace de 2 ans, non, même pas l'espace d'1 an, déjà c'est monté et après c'est baissé, j'en parle après des pertes. En même pas l'espace d'1 an, mon portefeuille est monté à 29 000. Donc sur le papier, j'ai fait quasiment x3. Je dis 29 000, c'est pas 29, hein. J'ai mal noté, c'est 39 000. Je suis monté à x3. De 13 500, je suis monté à 39 000, presque 40 000. À cette époque-là, quand j'investis 13 500, c'est genre une somme qui est colossale pour moi parce que je gagne peu, j'épargne peu. Et donc, quand je me retrouve avec 39 000 €, mais je me retrouve avec une somme qui, à titre personnel, est énorme. Si jamais je vends tout à ce moment-là, je paye une partie d'impôt, une trentaine de %, je vais me retrouver avec quoi? Avec 25-30 000 € ou peut-être un peu plus, je fais le calcul de tête là, désolé si c'est faux, ça me fait un apport pour un prochain bien immobilier ou pour réinjecter en bourse, peu importe. C'est une somme qui pour moi est énorme, ça représente 2 années de revenus quasiment. À l'époque où je bossais dans cette association. Si je m'étais fixé un objectif concret, je vise par exemple une année de revenus, je vise une certaine somme, une fois atteinte, je récupère mon cash. Et comme je ne me suis pas fixé d'objectif, je verrais bien peut-être 100 000, peut-être 200 000, déjà qui étaient des objectifs inatteignables, enfin pas inatteignables, mais beaucoup trop loin par rapport à mes possibilités. Forcément, je me suis retrouvé à voir la descente aux enfers. Avant de parler de la descente aux enfers, je vais vous parler juste des premières pertes. Alors moi, pour le coup, je n'ai pas vendu dès les premières pertes sur les crypto-monnaies. Donc c'est ce qui a fait que j'ai encore perdu plus. Mais en bourse, dès que j'ai commencé à investir, 100, 500, 1000 €, c'était des petites sommes au début. Dès que j'avais une petite perte, c'était bien avant les cryptos, donc je ne savais pas ce que je faisais.
psychologiquement, j'étais pas encore apte et j'avais pas compris que le marché pouvait baisser un petit peu et remonter aussi vite, baisser un peu plus longtemps et sur plus long terme, eh bien, réaugmenter beaucoup plus haut. Je n'avais pas cette compréhension de les marchés sont haussiers, en tout cas les marchés, hein, pas certaines actions, mais les marchés, donc les ETF qu'on pourrait acheter par exemple. Je me suis retrouvé à vendre à perte, des petites pertes, mais tu achètes une fois, ça baisse de 5%, tu vends, tu la vois remonter de 10%, donc tu en rachètes, c'est plus haut, puis ça rebaisse de 5% et tu revends à perte. L'actif, il est en train de monter et toi, tu perds de l'argent. Mais pourquoi, bordel? Si vous avez bien choisi votre actif, que vous avez des convictions, que vous avez une vision long terme, il n'y a pas de raison de vendre à perte. Aucune raison de vendre à perte. Il suffit d'attendre la prochaine vague haussière, donc la fin de la tempête actuelle. Le 7e point, il est très important de vendre à l'objectif. Donc l'erreur, ne pas vendre quand on atteint l'objectif ou quand on se trouve autour de l'objectif. Si je m'étais fixé un objectif, admettons de 30 000 euros, j'aurais jamais vu cette somme des 39 000, je pourrais me dire ouais, j'aurais pu gagner plus. Mais non, parce que je n'ai pas gagné l'argent de toute façon. Il valait mieux que je sorte à 30 000, moins de gains potentiels, mais un gain sûr. Et j'aurais eu mon cash. Je serais sorti avec genre 20 000 boules, impôts payés. J'aurais presque fait un x2. Et comme premier investissement, mais c'était tellement déjà honorable que moi j'ai fait n'importe quoi. Et je le partage avec le maximum de transparence. C'est ça qui est important pour moi. Heureusement dans l'immobilier ça s'est quand même vachement mieux passé. Ceux qui sont intéressés d'ailleurs par voilà, pourquoi est-ce que ça s'est mieux passé pour moi en IMO qu'en crypto, allez vous abonner à la chaîne. Il y a plein de contenu là-dessus qui est très intéressant. Et notamment je parle de mon premier investissement qui s'est fait grâce à justement cet argent d'héritage. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus parce que pour moi c'était quelque chose qui était important et j'ai mis notamment une stratégie en place qui aujourd'hui fait que je me sens bien, beaucoup plus serein financièrement et j'ai pas besoin d'être millionnaire à Dubaï. Bref. Ensuite, si je continue, le 8e point, ne pas vouloir investir pour changer de vie. C'était mon cas. C'est pour ça que je le partage. Quand je mets ces 13 000 euros, très clairement, je me dis, imagine je fais un x10, imagine je fais un x20, je fais 100 000 euros, 200 000 euros. Enfin, c'est énorme. Là, ça va changer ma vie. Peut-être que grâce à ça, je vais pouvoir quitter mon travail parce que je vais réinvestir dans 2 appartements et je serai rentier, j'en sais rien. Je sais pas ce que je me disais, mais d'où venaient ces convictions. On en parle juste après dans le prochain point, certainement. Investir pour changer de vie, c'est une mauvaise chose parce que du coup, on va investir dans l'émotion et donc à la moindre hausse, on y croit un peu plus, à la moindre baisse, on y croit surtout beaucoup moins. Et comme notre capital est déterminant, la valeur de notre capital est déterminant pour atteindre l'objectif, eh bien, nos convictions peuvent très vite basculer. J'ai beau avoir confiance en Bitcoin depuis 2000, les années 2000, quand je commence à découvrir, je découvre pas ça très tôt, hein. Mais à la moindre baisse de tout mon portefeuille parce que j'ai ces petites cryptos de merde dans lesquelles j'avais pas de conviction, je me demandais ce que je foutais là, quoi. Et donc si j'avais une vision d'acheter du Bitcoin sur 5 ou 10 ans, aujourd'hui je serais beaucoup plus riche en Bitcoin entre guillemets que ce que j'ai pu l'être. Parce que je voyais trop, il faut que je gagne tout de suite pour réinvestir, pour faire mieux. J'avais qu'à faire quelque chose de simple, quelque chose qui fonctionne, et puis d'attendre du long terme. Et les résultats auraient été soit identiques, soit parfois meilleurs, parce qu'on évite les pertes accumulées au cours du chemin. Le 9e point, c'est d'investir après la recommandation d'un influenceur. Ça, je l'ai fait à plusieurs reprises. Ah oui, c'est vrai que lui, il a l'air d'être plus smart que moi, il a l'air d'avoir des connaissances, d'être plus avancé. En fait, j'ai l'impression que personne n'est avancé sur YouTube. Le nombre de fois où j'ai même pris un carnet, noté, lui il a dit ci, lui il a dit ça se passe pas. Tout le monde a des convictions, personne n'a raison au final. C'est hyper frustrant, mais c'est la réalité. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre les gens sur Internet. Parce que certains ont quand même des informations qui sont plus pertinentes que d'autres. Mais il faut les suivre avec parcimonie. Et il faut surtout que
les objectifs et les ambitions que vous avez viennent de vous. Il faut surtout que ce soit votre vie, votre alignement personnel. Parce que parfois, des fois, l'un d'entre eux disait quelque chose de juste. Et la moindre baisse que moi je n'avais pas de conviction et que j'étais juste en train de suivre la personne, je pouvais vendre à perte. Et pourtant, 3 à 6 mois plus tard, cette personne avait quand même raison. Et là, on rentre dans un sentiment de frustration extrême. On ne sait plus si c'est grâce à nous, grâce à lui, à cause de lui, à cause de nous. Et on se ment à nous-mêmes mentalement et forcément, on prend encore de plus pires décisions par la suite. Ça, c'était le 9e point. Et j'en termine avec le 10e. Je pense qu'il faut avoir, pas toutes les notions, mais il faut avoir des notions concernant la création monétaire. Pour essayer de savoir comment ça fonctionne, d'où vient l'argent, comment est-ce qu'il est créé, comment est-ce qu'on capte de la valeur, c'est ça qui est hyper important. Je vous donne 2-3 exemples pour vous étayer ça. Et ça ne veut pas dire que vous devez absolument tout connaître en économie avant d'investir. C'est en investissant que vous allez vous renseigner et que vous allez monter en compétences. Donc, 1, n'attendez pas 10 ans de connaissances pour commencer à investir. 2, n'investissez pas tout avant d'avoir des connaissances suffisantes qui vont vous permettre de prendre des décisions plus éclairées. Commencez par des petites sommes et ainsi de suite. Au niveau des connaissances, des choses assez basiques, et c'est notamment ce dont je parle sur ma chaîne, c'est pour ça que aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que j'ai une expertise? Je ne sais pas, mais je réfléchis au budget du logement, je réfléchis aux revenus qu'on peut avoir grâce à notre résidence principale, à notre logement. C'est autour de cette thématique que j'accompagne des personnes qui leur permettent après de rebondir et justement d'avoir une situation financière beaucoup plus sereine, beaucoup plus stable et en gros ils achètent leur liberté d'une certaine manière en faisant ça. Et souvent grâce justement à ce cash, cet argent qui provient de l'héritage. Donc ce 10e point, il est très simple. En tout cas, je le simplifie au maximum, je le vulgarise. On est dans une société où l'argent qui est créé, qui est émis, qui circule, en soi n'a pas de valeur. Avant, on s'échangeait des pièces d'or, d'argent, de bronze. Il y avait une valeur derrière le métal. Donc on pouvait pas dire, on pouvait dire que telle pièce avait plus de valeur qu'une autre pièce parce qu'on savait qu'il y avait plus de quantité d'or dans la pièce. Une pièce d'or d'hier et une pièce d'or de demain, théoriquement, elles ont la même valeur parce que ça reste de l'or. De l'or hier et de l'or demain, c'est la même chose. Ça n'a pas changé structurellement. J'ai moins de soleil sur le visage, c'est plus agréable. J'ai l'impression que je vais cramer. Il y a un nuage qui est passé. Et tout d'un coup, il fait frais, mais c'est agréable. Si je continue sur l'euro, 1 euro aujourd'hui et 1 euro demain n'auront pas la même valeur. Vous avez déjà entendu parler de l'inflation. Tout dans notre quotidien prend une hausse des prix, donc perd de la valeur. Notre euro perd de la valeur face aux choses. Mais qu'est-ce qui augmente en valeur? De manière stable, même avec si on a des fluctuations de hausse et de baisse, qu'est-ce qui augmente en valeur dans le temps? On a vu l'immobilier, la bourse, si on voit les marchés financiers sur du très long terme, des 10 ou des 20 ans, ça a tendance à augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vendent de leur argent pour acheter ces actifs et qui les conservent, où il y a plus de gens qui les achètent, donc offre et demande fait que la valeur augmente. On préfère avoir un toit, ça a plus de valeur d'avoir un toit sur notre tête que d'avoir des euros dans notre poche, parce que les euros ne protègent pas des intempéries, de la pluie, ne nous permettent pas de se faire à manger dans notre cuisine et de regarder un film dans notre canapé. Le toit a plus de valeur. Première chose, la valeur des choses. Deuxième chose, quand on crée de l'argent, on fait des crédits, donc on n'a pas cet argent, donc on vit au-dessus de nos moyens. C'est une chose qu'il faut accepter, qui est différent au Moyen-Âge par exemple, où on n'avait pas d'argent, on ne faisait rien. Aujourd'hui, on n'a pas l'argent, on a le droit de séduire quelqu'un, c'est un grand mot, mais d'essayer de demander à ce que quelqu'un nous le prête parce qu'il croit qu'on va pouvoir lui rembourser dans le temps. Comme on s'est permis ça, on crée de plus en plus d'argent. Comme on crée de plus en plus d'argent, l'argent a de moins en moins de valeur. Parce qu'on n'utilise plus l'argent pour acheter les choses,
On utilise notre temps au travail pour rembourser la valeur des choses que l'on doit sans toucher à l'argent. On a à peine reçu son fiche de paye, on rembourse la banque, elle écrase notre crédit. L'argent n'existe plus. Il est à peine créé qu'il est déjà redétruit. C'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est quoi? C'est où est-ce que nous, en tant que personne, on peut mettre notre argent justement pour éviter, une des plus grandes erreurs pour moi, éviter de perdre de valeur, parce qu'on perd en pouvoir d'achat, on peut acheter moins de choses. C'est avant même de se dire qu'on va gagner pour être milliardaire. Juste où est-ce qu'on met notre argent pour que demain, le coût de la vie ne soit pas plus dur. Pour que demain, on puisse partir peut-être en vacances sans avoir un billet pour Singapour à 2500 €, alors qu'il était à 1000 € il y a un an. Et donc, je ne peux même pas aller voir mon frère qui est à l'autre bout du monde. Enfin, vu le salaire que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas possible. Vu l'argent que je me verse aujourd'hui, ce n'est pas possible. J'espère que ces informations vous ont plu, que ce n'était pas trop long. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez déjà reçu un héritage, si vous avez déjà réfléchi à ce que vous faites de votre argent, de cet héritage, si vous avez déjà perdu de l'argent et ainsi de suite. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. C'est un sujet, je l'ai dit, qui est touchy. J'ai vécu à titre perso de manière différente. Recevoir de l'argent, peut-être bientôt recevoir un bien. Ça fait réfléchir émotionnellement, mais on avance ensemble autour de cette thématique. C'était Valentin, à bientôt. Ciao.